Mon mari prévoit de me surprendre avec les papiers du divorce, mais j'ai déjà fait don de tous ces heirlooms de famille à la charité en son nom pour Noël. 15 ans de mariage vous apprennent beaucoup sur le timing, quand parler, quand se taire, et combien de temps il faut à votre mari pour rentrer chez lui après ses réunions hebdomadaires tardives, que je sais maintenant être des consultations avec son avocat en divorce. Alors que je finis d'emballer la dernière boîte vide qui contenait autrefois le collier de diamants de son arrière-grand-mère, je ne peux m'empêcher de sourire, certaines surprises de Noël arrivent en avance. Je ne voulais pas trouver les papiers, n'est-ce pas comme ça que ces histoires commencent toujours? Une recherche innocente d'un document égaré, un tiroir légèrement entrouvert, un moment de curiosité qui change tout. Je cherchais nos anciennes déclarations de revenus. Jean-Luc les gardait toujours dans le tiroir du bas de son bureau en acajou, classés par année dans des dossiers de couleur crème. Les papiers du divorce étaient glissés en dessous, croquants et blancs, attendant leur début de Noël. Mes mains n'ont pas tremblé en les lisant, ce qui m'a surprise. 15 ans réduits à 12 pages de jargon juridique, notre mariage disséqué en actif et passif. La date en bas a attiré mon regard, le 25 décembre. Jean-Luc a toujours eu un don pour le timing dramatique. Je pouvais l'imaginer clairement, se levant de sa chaise à la table du dîner de Noël, notre famille réunie autour de la nappe antique de grand-mère de la Croix, la dinde refroidissant pendant qu'il prononçait son discours répété. C'était il y a 3 semaines. Je l'ai observé depuis, notant comment il vérifie son téléphone quand il pense que je ne regarde pas, comment il s'attarde dans son bureau tard dans la nuit. Les signes étaient là bien avant que je ne trouve les papiers, je ne voulais juste pas les voir. Les réunions tardives, les appels téléphoniques discrets, l'intérêt soudain pour nos registres financiers, tous les symptômes classiques d'un mariage à sa dernière étape. Je me souviens de notre dernier Noël ensemble, bien que Jean-Luc ne sache pas que c'est notre dernier, pas encore. Nous nous tenions dans cette même pièce, décorant l'arbre avec la collection d'ornements antiques de sa famille. Chacun avait une histoire soigneusement préservée à travers les générations. Jean-Luc me racontait ses histoires lorsque nous nous sommes mariés, sa voix pleine de fierté et de tradition. J'avais écouté attentivement, cataloguant chaque détail, comprenant le poids d'avoir été confié ces précieux morceaux de l'héritage de sa famille. « Tu es meilleur que quiconque dans la famille pour organiser ces choses », avait-il dit en me tendant un ange de verre délicat des années 1890. Ce même ange est maintenant dans une boîte de dons, soigneusement enveloppé dans du papier de soie, prêt pour sa nouvelle maison à l'exposition de Noël du musée de la ville, un généreux cadeau de Jean-Luc Duval. 3. Selon les documents. L'horloge grand-père dans le hall, un autre heirloom de famille, sonne minuit, me tirant de mes souvenirs. Je vérifie ma montre contre elle, par habitude. Jean-Luc insiste pour la remonter précisément chaque dimanche, maintenant sa précision avec une dévotion presque obsessionnelle. Il ne sait pas que dimanche prochain, elle marquera le temps dans le hall de l'hôpital pour enfants de Paris, un témoignage de sa nature charitable. Je me déplace dans notre maison, notre musée de l'histoire de la famille Duval, avec pragmatisme. Tout est exactement là où il devrait être, du moins pour l'instant. La lampe Tiffany dans le bureau, la collection d'éditions originales de Victor Hugo dans la bibliothèque, les argenteries victoriennes exposées dans la salle à manger. Chaque pièce a été photographiée, documentée et assignée à une nouvelle destination. Les dons ont été arrangés dans une séquence soignée, destinée à se déplier comme une symphonie montant vers son crescendo. Dans notre chambre, Jean-Luc dort profondément, ignorant mes activités de minuit. Je le regarde un instant, cet homme qui pense orchestrer la sortie parfaite. Il a l'air paisible, rêvant probablement de sa surprise de Noël parfaitement planifiée. Je me demande s'il a déjà répété son discours, pratiqué ses expressions devant le miroir. Jean-Luc a toujours été méticuleux sur les présentations. Je retourne à mon emballage, chaque boîte vide imparfait l'heure pour les trésors manquants. Puis elles prennent leur place sous le sapin de Noël, maintenant l'illusion jusqu'au moment de la révélation. L'ironie ne m'échappe pas, j'emballe des boîtes vides pendant que Jean-Luc conclut notre mariage, tous deux préparant des surprises pour le jour de Noël. Demain, le premier don sera annoncé, une petite pièce mais assez significative pour faire les journaux locaux. Le collier de perles de la grande-tante Élodie de Jean-Luc, donné à l'abri des femmes de Versailles en son nom, un merveilleux geste de générosité des fêtes d'un membre éminent de la communauté. J'ai déjà préparé sa réponse pour quand il verra l'annonce, un mélange de confusion et de colère qu'il devra avaler en public. Après tout, comment peut-il n'y avoir fait le don sans avoir l'air d'un monstre? La dernière boîte est terminée, emballée dans du papier coûteux avec un nœud parfait. Je la place avec les autres dans le placard, chacune étiquetée avec le nom de l'heirloom de famille qu'elle est censée contenir.
15 ans de mariage apprennent beaucoup sur le timing, mais plus important encore, ils apprennent la patience et la vengeance. Comme un dîner de Noël parfait nécessite les deux. Le lendemain matin apporte la première ondulation dans mon plan soigneusement construit. Au petit déjeuner, Jean-Luc lit le journal, son café refroidissant alors qu'il fixe le petit article à la page 3, le refuge local pour femmes reçoit un collier de perles historiques de la famille Duval. Je beurre mon toast avec des mains fermes, attendant. Éléonore, dit-il, sa voix étrangement contrôlée, as-tu vu ça? Je prends le journal, prétendant lire l'article. J'ai aidé à le rédiger. La photo montre la directrice du refuge tenant les perles de la grande-tante Élodie, rayonnantes devant l'appareil photo. Les perles qui auraient dû être enfermées dans notre coffre-fort, préservées pour la prochaine génération de femmes Duval. Comme c'est généreux de ta part, chérie, dis-je, en égalant son ton prudent. Ta grande-tante aurait approuvé. Le muscle de sa mâchoire tressaille, un indice que j'ai appris à lire au cours de 15 ans. Il ne peut pas nier avoir fait le don, passant par être sans cœur. Le nom de la famille Duval porte du poids dans cette ville, construit sur des générations d'apparence publique et de statut social soigneusement organisés. Les Duval sont arrivés ici en 1842, m'avait dit Jean-Luc pendant notre cours. Ils ont bâti leur fortune dans la marine marchande, puis dans la banque, chaque génération ajoutant au prestige et à la collection d'artefacts de la famille. Leur histoire se trouve dans chaque coin de notre maison, ou plutôt, elle y était. Je me souviens du jour où la mère de Jean-Luc, Victoria Duval, m'a d'abord montré le coffre-fort familial, 6 mois après notre mariage. Victoria Duval se tenait droite parmi les trésors, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, récitant la provenance de chaque pièce comme une conservatrice donnant une visite privée. Cette montre de poche, dit-elle en soulevant un garde-temps en or de son nid de velours, appartenait à l'arrière-arrière-grand-père de Jean-Luc. Il la portait lorsqu'il a signé les papiers pour établir la première banque Duval. La montre continue de battre dans une vitrine de la Société historique de Paris, un autre don généreux de son fils. La responsabilité de préserver ces pièces vous incombera, m'avait dit Victoria Duval ce jour-là. En tant qu'épouse de l'héritier Duval, vous serez leur gardienne. Ses yeux m'avaient mesuré, pesant mon mérite. J'avais redressé ma posture sous son regard, désireuse de prouver que j'étais à la hauteur de la tâche. Pendant 15 ans, j'ai été la gardienne parfaite. J'ai catalogué chaque pièce, recherché leurs histoires et maintenu leur état avec un dévouement professionnel. Les expertises annuelles d'assurance étaient de ma responsabilité, ainsi que la mise à jour des archives familiales. Personne ne connaît la vraie valeur de la collection Duval mieux que moi, tant monétaire qu'émotionnelle. Jean-Luc fixe toujours le journal, son petit déjeuner intact. Je le vois calculer, se demander si c'était une erreur administrative, une faute d'impression, ou quelque chose de plus sinistre. Il n'appellera pas le refuge pour vérifier, cela signifierait admettre qu'il n'avait pas autorisé le don. La famille Duval n'étale pas sa confusion ou son linge sale en public. J'ai des réunions toute la journée, annonce-t-il, se levant brusquement. Ne m'attends pas. Une fois qu'il est parti, je me retire dans mon bureau, la pièce où j'ai passé d'innombrables heures à documenter l'héritage Duval. Les livres d'inventaire reliés en cuir garnissent un mur, chaque volume un enregistrement minutieux de la richesse accumulée par la famille. Je descends le plus récent, passant mon doigt sur la liste des articles. À côté des perles de la grande-tante Élodie, je fais une coche nette. L'horloge grand-père sonne 9 heures, et je commence ma routine quotidienne. Pour quiconque regarde la gouvernante, le jardinier, le défilé sans fin de membres de la famille Duval qui passent sans prévenir, rien n'a changé. Je suis toujours l'épouse dévouée, la conservatrice prudente, la gardienne de confiance des trésors familiaux. Dans le coffre-fort, je sélectionne la pièce suivante, un œuf Fabergé, acheté par le grand-père de Jean-Luc lors d'un voyage en Europe avant la guerre. Victoria Duval adore raconter l'histoire lors des dîners, comment son beau-père l'a sorti clandestinement juste avant la fermeture des frontières, protégeant ainsi cette pièce d'histoire. Demain soir, il sera la pièce maîtresse de l'exposition d'hiver du musée de la ville de Paris. Les documents de don sont déjà prêts, chaque détail soigneusement considéré. La famille Duval a toujours été généreuse envers les institutions culturelles, surtout pendant la période des fêtes. Un autre cadeau ne suscitera pas de soupçons immédiats. Bien que Jean-Luc saura. Il verra l'article, reconnaîtra une autre pièce de son héritage glissant, et ne pourra pas l'arrêter sans soulever des questions inconfortables. Mon téléphone vibre, un SMS de Victoria Duval m'invitant à prendre le thé. Ces réunions hebdomadaires ont commencé après mon mariage avec Jean-Luc, sa façon de me former à mon rôle de gardienne de l'héritage Duval.
Elle voudra discuter du collier de perles, comprendre pourquoi son fils prendrait une telle décision sans consulter le conseil de famille. Je réponds par mon acceptation. Autour d'Earl Grey et de financiers, j'écouterai ces sondages subtils, offrirai des murmures de surprise appropriés, et suggérerai que peut-être Jean-Luc embrasse le véritable esprit de Noël. Après tout, la générosité n'est-elle pas une tradition de la famille Duval? Dans mon bureau, j'ouvre mon ordinateur portable et je vérifie le calendrier des dons. J'ai soigneusement arrangé chaque pièce. Chaque pièce a été associée à une organisation qui pourrait l'utiliser immédiatement, rendant la récupération impossible une fois la vérité révélée. Le timing est calculé avec précision, suffisamment fréquent pour déstabiliser Jean-Luc, mais pas trop fréquent pour susciter des soupçons publics. Avant Noël, la documentation de Le Fabergé est prête à être soumise. Le directeur du musée a été ravi de l'offre, désireux d'inclure une pièce aussi prestigieuse dans leur exposition de vacances. Les papiers indiquent Jean-Luc comme le donateur, naturellement. Sa signature, pratiquée par des années de vérification de nos déclarations de revenus communes, est parfaite en bas du formulaire. Je ferme le livre d'inventaire et le remets sur son étagère. Par la fenêtre, je peux voir le jardin où nous avons tenu notre réception de mariage. L'argenterie Duval brillait sur des tables entre les roses et les lys. La même argenterie qui sera bientôt distribuée entre 3 organisations caritatives différentes. Chaque pièce trouvera une nouvelle maison, portant son histoire vers un nouveau décor, tandis que la famille qui les a thésaurisées pendant des générations regarde leur héritage se disperser comme des feuilles dans un vent d'hiver. Les mots de Victoria Duval résonnent dans ma mémoire, vous serez leur gardienne. Elle n'a jamais précisé comment je devais les garder. Parfois, la meilleure façon de préserver l'histoire est de la libérer. Le thé avec Victoria Duval s'avère être un exercice de retenue. Alors que nous sommes assises dans son salon immaculé, entourées de encore plus d'heirlooms familiaux, elle sonde délicatement le sujet du don du collier de perles. Je dois avouer, ma chère, dit-elle en remuant son thé avec une cuillère en argent Duval qui trouvera bientôt son chemin vers une soupe populaire de Lyon, j'ai été surprise par la décision de Jean-Luc. Ces perles étaient destinées à sa future fille. Jean-Luc a toujours eu un cœur généreux, réponds-je, les mensonges fluides sur ma langue. Il a mentionné vouloir faire une différence ce Noël. Les sourcils parfaitement façonnés de Victoria Duval se soulèvent légèrement. Nous savons toutes les deux que ce n'est pas vrai. Jean-Luc n'a rien mentionné parce que Jean-Luc n'a rien fait. Mais elle ne me contredira pas. Les Duval ne se contredisent jamais devant les autres, même la famille par alliance. Après avoir quitté Victoria Duval, je conduis au centre-ville pour rencontrer Sarah Chin, la directrice de l'hôpital local pour enfants de Marseille. Mes recherches l'ont identifiée comme l'organisation parfaite pour la prochaine phase de mon plan. Ils construisent une nouvelle aile, cherchent désespérément des donateurs, et surtout, ils traitent rapidement les dons. Madame Duval, me salue Sarah chaleureusement, je ne peux pas vous dire à quel point nous sommes enthousiastes à propos de l'offre de Jean-Luc. Je souris, m'installant dans la chaise en face de son bureau. Les fenêtres de la salle de conférence de l'hôpital offrent une vue sur le chantier où la nouvelle aile se tiendra bientôt. Jean-Luc croit au soutien de changements concrets dans notre communauté, dis-je, sortant la documentation pour le don de l'horloge grand-père. Il aime particulièrement l'idée d'en avoir une dans le nouveau hall. Les yeux de Sarah s'écarquillent devant les photographies. La valeur estimée de l'horloge couvrirait une portion importante de leurs besoins en équipement. C'est incroyablement généreux, parvient-elle à dire. La famille Duval a toujours cru qu'il fallait redonner, réponds-je, les mots au goût de cendre. Nous aurons besoin de l'annonce pour sortir demain, bien sûr. Jean-Luc insiste pour inspirer d'autres donateurs avant la date limite de la campagne de collecte de fonds de Noël. De retour dans ma voiture, je barre un autre nom de ma liste soigneusement organisée. Les recherches ont pris des semaines, identifiant des organisations qui non seulement accepteraient les heirlooms, mais les utiliseraient immédiatement, rendant la récupération impossible une fois la vérité révélée. Chaque pièce devait être parfaitement assortie. Le timing orchestré comme une symphonie. Mon téléphone vibre avec un message de Jean-Luc, je travaille tard, ne m'attends pas. Parfait. Cela me donne le temps de passer à l'étape suivante. Je conduis au plus grand refuge pour sans-abri de la ville de Bordeaux, où le directeur, Marcus Johnson, m'attend. Le service d'argenterie Duval complet, 48 couverts, dit-il en examinant la provenance détaillée que je lui ai fournie. Bientôt, nous aiderons à servir des repas à ceux qui en ont besoin. Nous n'avons jamais rien reçu de tel. Êtes-vous sûr que Monsieur Duval veut faire don de tout l'ensemble? Absolument, l'assure-je.
Il croit que l'argent est fait pour être utilisé, pas enfermé dans un coffre-fort. Nous aurons besoin que le communiqué de presse soit publié d'ici vendredi. Chaque don est stratégique, chaque annonce est chronométrée pour créer un impact maximal tout en maintenant la dénégation plausible. Jean-Luc ne peut remettre en question aucun don individuel sans paraître égoïste, ne peut les arrêter sans admettre qu'il a perdu le contrôle de son propre récit. À la maison, je mets à jour ma feuille de calcul. Les dons sont codés par couleur selon la date, l'organisation et la réaction familiale estimée, rouge pour les pièces que Victoria Duval regrettera le plus profondément, bleu pour celles que la sœur de Jean-Luc, Marguerite Duval, pourrait essayer de récupérer, vert pour les articles qui feront le plus mal à Jean-Luc. J'ai appris que la vengeance, comme la restauration d'art, nécessite une touche délicate. Trop tôt, susciterait des alarmes, trop peu, trop tard, émousserait l'impact. Le timing doit être parfait, construisant vers un crescendo qui atteindra son apogée précisément lorsque Jean-Luc tentera de servir ses papiers de divorce. Mon ordinateur portable émet un bip avec une alerte d'actualité, le musée a annoncé le don de l'œuf Fabergé. L'article comprend une citation de Jean-Luc, rédigée à partir d'interviews précédentes sur la philanthropie familiale. Au moment où il la verra, l'œuf sera déjà dans sa vitrine, entouré de visiteurs admiratifs. Le poids de ce que je fais me frappe parfois, généralement tard la nuit, quand la maison est calme. L'héritage Duval, soigneusement préservé pendant des générations, dispersé au vent par la personne même qu'ils avaient chargée de le protéger. Mais alors, je me souviens des papiers de divorce datés pour le jour de Noël, et ma résolution se durcit. Je consulte mes dossiers de recherche sur les organisations restantes. Le musée d'art de Paris est le prochain. Il prépare une exposition spéciale d'art décoratif de l'âge d'or. La collection de lampes Tiffany de la famille Duval en fera une magnifique pièce maîtresse. Ensuite, la Société historique de Lyon, désireuse d'exposer les registres de la première banque Duval et 7 montres en or. Chaque pièce trouve sa nouvelle maison, chaque don un autre tour de couteau. Jean-Luc rentre chez lui près de minuit, sa cravate défaite, sentant légèrement le scotch. Il ne mentionne pas l'œuf Fabergé, mais je peux voir la tension dans ses épaules, entendre le léger tremblement dans sa voix lorsqu'il me demande comment s'est passée ma journée. Juste la routine, lui dis-je, sans lever les yeux de mon livre. Le thé avec ta mère, quelques réunions de charité, rien d'excitant. Il marque une pause dans l'encadrement de la porte, voulant peut-être en demander plus, exiger des explications. Mais cela signifierait admettre que quelque chose ne va pas, et Jean-Luc Duval n'admet jamais sa faiblesse. Au lieu de cela, il se retire dans son bureau, où il fixera sans doute l'espace vide où se trouvait autrefois l'œuf Fabergé. Au lit plus tard, je passe en revue le programme de demain, 3 autres dons à organiser, chacun précisément chronométré et placé. Les organisations ont été examinées, les documents préparés, les communiqués de presse rédigés. Comme un joueur d'échecs pensant plusieurs coups à l'avance, j'ai prévu toutes les contingences. L'ironie ne m'échappe pas. Je démantèle l'héritage Duval en utilisant les compétences mêmes qu'ils m'ont apprises pour le préserver. Les leçons de Victoria Duval sur le maintien des apparences, les tutoriels de Jean-Luc sur la gestion de la perception publique, l'obsession de la famille pour le contrôle et l'image. Ils m'ont donné tous les outils dont j'avais besoin pour les détruire. Les gros titres du matin me font sourire. Au-dessus de mon café, la famille Duval continue sa série de dons de fête. L'article comprend une photo de la salle à manger du refuge pour sans-abri de Bordeaux, fraîchement dressée avec l'argenterie de la famille Duval. Jean-Luc n'est pas encore descendu pour le petit déjeuner. Il a dormi plus tard ces jours-ci, des cernes se formant sous ses yeux alors qu'il peine à comprendre ce qui arrive à son monde soigneusement ordonné. L'ordre du jour d'aujourd'hui est ambitieux, les lampes Tiffany au musée d'art de Paris, la collection de livres rares à la bibliothèque de l'Université de la Sorbonne, et la suite de bijoux victoriennes au musée d'histoire des femmes de France. Chaque pièce a été photographiée, documentée et associée à sa nouvelle maison. Les organisations sont impatientes, leur communiqué de presse prêt, leur gratitude effusive. La générosité de votre mari est extraordinaire, dit le docteur Reynolds, conservateur des livres rares de la Sorbonne, en examinant la collection d'éditions originales de Victor Hugo. Nous n'avons jamais attendu un don aussi magnifique. Jean-Luc croit que l'éducation doit être accessible à tous, réponds-je, regardant tandis qu'elle manipule doucement les livres qui bordaient autrefois notre bibliothèque. Il veut particulièrement que les étudiants aient accès à ces trésors. Le mensonge vient facilement maintenant, plus lisse à chaque répétition. La générosité de Jean-Luc est devenue le sujet de conversation de la ville,
sa transformation apparente d'un conservateur prudent en un révolutionnaire philanthropique attirant admiration et spéculation en égale mesure. Au musée d'art de Paris, le directeur vibre pratiquement d'excitation alors que les lampes Tiffany sont déballées. Elles seront la pièce maîtresse de notre nouvelle exposition, s'exclame-t-elle. Le timing de Monsieur Duval ne pourrait pas être meilleur. Je hoche la tête, me souvenant comment Jean-Luc avait l'habitude de se vanter des lampes lors des dîners, racontant comment son grand-père les avait collectionnées pièce par pièce. Maintenant, elles illumineront les histoires d'autres personnes. Elles brillent, atteignant au-delà des confins de nos murs soigneusement gardés. Le musée d'histoire des femmes de France est mon dernier arrêt. La suite de bijoux victoriennes, un ensemble complet de diamants et de saphirs commandé par le grand-père de Jean-Luc pour sa femme, figurera dans leur prochaine exposition sur l'histoire sociale des femmes. Ces pièces racontent des histoires si importantes, dit la conservatrice en arrangeant le collier dans sa nouvelle vitrine. Nous sommes honorés que Monsieur Duval ait choisi de les partager avec le public. De retour à la maison, je trouve un message de Marguerite Duval, la sœur de Jean-Luc. Contrairement aux demandes soigneusement formulées de Victoria Duval, le message de Marguerite est direct. Qu'est-ce qui se passe avec Jean-Luc? Maman devient folle à propos des dons. Je rédige ma réponse avec soin, il semble concentré sur le redonner ce Noël. Vous savez à quel point il est discret sur ses décisions charitables. La réponse de Marguerite arrive rapidement, ce n'est pas lui. Il a raison, bien sûr. Le Jean-Luc qu'elle connaît ne renoncerait jamais à la moindre pièce de l'héritage Duval. Ce Jean-Luc-là est probablement dans son bureau, fixant son téléphone pendant que les nouvelles de chaque don parviennent aux médias locaux, incapable d'arrêter ce qu'il ne comprend pas. La sonnette retentit. C'est une journaliste du journal de la ville de Paris, espérant un commentaire sur les dons caritatifs sans précédent de la famille. Je l'invite à entrer, jouant mon rôle d'épouse à la perfection. Jean-Luc croit que c'est le véritable esprit de Noël, lui dis-je, assise dans le salon où de moins en moins d'heirlooms reposent à leur place habituelle. La famille Duval a été bénie avec tellement d'histoires. Il pense qu'il est temps de partager cette histoire avec les autres. La journaliste griffonne avec empressement, pensant sans doute obtenir un aperçu exclusif des motivations de l'une des familles les plus importantes de la ville. Ce qu'elle obtient vraiment, c'est un autre morceau de mon récit soigneusement construit, un autre fil dans la toile que je tisse autour de Jean-Luc. Après son départ, je mets à jour mon inventaire. 3 autres dons majeurs orchestrés aujourd'hui, chacun stratégiquement placé pour un impact maximal. Les organisations ont été choisies non seulement pour leur prestige ou leurs besoins, mais pour leur efficacité dans le traitement des dons et leur enthousiasme pour la publicité. Jean-Luc rentre plus tôt que d'habitude, son visage tendu d'une colère à peine contrôlée. La collection Victor Hugo, annonce-t-il sans préambule, la bibliothèque l'annonce demain. Oui, réponds-je calmement, sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Ils sont tout à fait enthousiastes à ce sujet. Il se tient dans l'encadrement de la porte, luttant avec lui-même. Je peux voir les questions qu'il veut poser, les accusations qu'il veut porter, mais il ne peut pas. Pas sans révéler ses propres secrets, pas sans admettre qu'il a perdu le contrôle de son propre récit. J'ai des appels à passer, dit-il finalement, se retirant dans son bureau. Je vérifie ma montre exactement à l'heure. À cette heure-ci, le communiqué de presse du musée d'art de Paris sur les lampes Tiffany devrait être dans le cycle des nouvelles du soir. Le musée d'histoire des femmes de France attendra demain pour annoncer son acquisition, donnant à chaque don son propre moment sous les feux de la rampe. Victoria Duval appelle juste avant le dîner, la voix tendue. Éléonore, ma chère, tout va bien avec Jean-Luc? Bien sûr, l'assure-je, il est juste en train d'embrasser la saison des dons. Ces pièces étaient destinées à rester dans la famille, dit-elle, un tranchant de désespoir s'infiltrant dans son ton normalement contrôlé. Les héritages familiaux peuvent être préservés de nombreuses façons, réponds-je, pensant au papier du divorce toujours caché dans le bureau de Jean-Luc. Parfois, les partager avec d'autres ne fait qu'améliorer leur valeur. Après avoir raccroché, je passe en revue le programme de demain, d'autres dons, d'autres communiqués de presse, d'autres déclarations soigneusement rédigées sur l'esprit généreux de Jean-Luc. Chaque pièce trouve sa nouvelle maison, chaque annonce une autre fissure dans la façade de contrôle de la famille Duval. L'horloge grand-père, qui marque maintenant l'heure dans le hall de l'hôpital pour enfants de Marseille, aurait sonné 8 heures à cette heure-ci. Son absence dans notre hall d'entrée ressemble à une victoire, une faille dans l'armure Duval qui s'élargit à chaque jour qui passe. Bientôt, il y aura plus de failles que d'armure, plus d'absence que de présence, jusqu'à ce que tout ce qui reste soit la coquille vide de leur précieux héritage. Et Jean-Luc,
avec ses papiers de divorce datés pour le jour de Noël, n'a aucune idée que sa surprise est sur le point d'être éclipsée par ma propre symphonie de pertes soigneusement orchestrée. La veille de Noël arrive avec un manteau de neige et une foule de préparatifs de dernière minute. Le manoir de la famille Duval, maintenant considérablement plus vide d'heirloom, maintient toujours sa façade imposante. Je passe la matinée dans la cuisine, supervisant les préparatifs du dîner tout en répondant aux appels de plus en plus frénétiques de divers membres de la famille. Les traiteurs utiliseront l'argenterie moderne, j'explique à Victoria Duval pour la 3e fois depuis que Jean-Luc a fait don de l'argenterie familiale au refuge pour sans-abri de Bordeaux. Nous avons pensé qu'il était approprié d'adopter une approche plus simple cette année. Son souffle coupant se transporte clairement au téléphone. Nous savons toutes les deux qu'il n'y a rien de simple dans le dîner de Noël de la famille Duval. Cela a toujours été une vitrine de leur richesse, de leur histoire, de leur statut intouchable dans la communauté. Jean-Luc n'est pas sorti de son bureau de toute la matinée. Par la porte, je peux l'entendre au téléphone avec ce qui ressemble à son avocat. Les papiers du divorce sont dans le tiroir de son bureau, attendant la performance de demain. Ma propre performance, cependant, commence ce soir. La salle à manger a l'air étrange sans ses touches décoratives habituelles. Les lampes Tiffany qui projetaient autrefois une lumière chaude de tous les coins illuminent maintenant l'exposition spéciale du musée d'art de Paris. Les vitrines qui abritaient les trésors de Génération Duval sont vides, leur surface vitrée reflétant les lumières LED modernes que nous avons dû installer. Marguerite Duval arrive la première, 3 heures avant le dîner. Je devais voir par moi-même, dit-elle, ses yeux parcourant la pièce transformée. Maman a dit que c'était mauvais, mais ceci. Jean-Luc a trouvé important de partager nos bénédictions, réponds-je sereinement, ajustant un marque-place. Surtout pendant les fêtes. Il me jette un regard vif. De tous les membres de la famille Duval, Marguerite a toujours été la plus perspicace. Ce n'est pas lui, dit-elle doucement. Aucun de ces éléments. Les gens changent, dis-je, lissant la nappe blanche et nette, pas la nappe de dentelle antique, bien sûr, qui fait maintenant partie de la collection victorienne du musée du textile de France. Les autres invités commencent à arriver à la tombée de la nuit. Les cousins de Jean-Luc, ses oncles, ses tantes, chacun s'arrêtant dans l'encadrement de la porte, observant les absences frappantes. Le portrait manquant au-dessus de la cheminée, qui orne maintenant les murs de la Société historique de Lyon. Le coin nu où se trouvait autrefois l'horloge grand-père. Le service de vaisselle moderne remplaçant le service de porcelaine Duval. Victoria Duval fait son entrée comme une reine en exil, la colonne vertébrale rigide de désapprobation. Éléonore, ma chère, dit-elle en m'embrassant sur la joue, la maison a l'air différente. L'idée de Jean-Luc, réponds-je gaiement. Il pensait que nous devrions nous concentrer sur le vrai sens de Noël plutôt que sur des démonstrations matérielles. Ses yeux se rétrécissent légèrement. Nous savons toutes les deux que Jean-Luc ne dépouillerait jamais volontairement la maison de ses symboles de suprématie Duval, mais elle ne peut pas le dire sans reconnaître la transformation étrange que son fils a apparemment subie. Jean-Luc émerge enfin de son bureau, l'air fatigué et tendu. Il a enfilé son smoking de dîner, celui qu'il porte toujours pour les occasions familiales importantes. Je me demande s'il l'a choisi spécifiquement pour servir les papiers du divorce, ou si c'est juste une habitude. Jean-Luc, chéri, sa mère bondit immédiatement, sûrement, nous aurions pu garder quelques pièces pour les occasions familiales. Il tressaille presque imperceptiblement. Mère, s'il vous plaît, pas maintenant. La sonnette retentit à nouveau, mais cette fois, ce n'est pas la famille. Sarah Chin de l'hôpital pour enfants de Marseille se tient sur le seuil, accompagnée d'une équipe de télévision locale. Madame Duval, nous espérons vous attraper tous les deux. Nous faisons un reportage spécial sur la philanthropie des fêtes et après tout, les généreux dons de votre famille. Je regarde le visage de Jean-Luc pâlir alors que je l'ai fait entrer dans le foyer. Comme c'est merveilleux. Jean-Luc disait justement à quel point il aime inspirer les autres à redonner, n'est-ce pas, chéri? Il ne peut pas refuser, pas avec les caméras en action, pas avec sa famille qui regarde, pas avec son image soigneusement construite en jeu bien sûr, parvient-il à dire, son entraînement d'avocat prenant le dessus alors qu'il retrouve son sourire public. Le timing est parfait, exactement comme prévu. L'équipe de télévision s'installe dans le salon, capturant des images du rassemblement de Noël de la famille Duval. Ils interviewent divers membres de la famille sur la récente vague de dons, chacun obligé de faire l'éloge de la nouvelle générosité de Jean-Luc tout en bouillant intérieurement. C'est vraiment extraordinaire, s'exclame Sarah devant la caméra. La famille Duval a transformé notre hôpital pour enfants.
L'horloge grand-père dans notre hall est devenue un symbole d'espoir pour nos patients. Victoria Duval s'excuse pour aller aux toilettes. Marguerite Duval plane près du chariot à boissons, se versant un scotch plus fort que d'habitude. Jean-Luc se tient rigide près de la cheminée, regardant l'héritage de sa famille être diffusé dans toute la ville comme un exemple de générosité. Finalement, nous passons à table. Les services de table modernes brillent sous le nouvel éclairage, leur ordinaire même une rebuque à la tradition du Val d'Excès. Les espaces vides sur les murs et les étagères semblent résonner d'absence. Avant de commencer, Victoria Duval annonce, agrippant son verre de vin comme un bouclier, « Je voudrais proposer un toast aux traditions familiales et à l'importance de préserver notre patrimoine. » Le commentaire pointu flotte dans l'air. Jean-Luc se déplace inconfortablement sur son siège, les papiers du divorce dans son tiroir de bureau pesant sûrement sur son esprit. Il n'avait pas prévu cette audience pour la performance de demain, n'avait pas prévu l'équipe de télévision qui reviendrait inévitablement pour son annonce du jour de Noël. Je lève mon verre, dis-je en rencontrant ses yeux à travers la table, à partager nos bénédictions, et la joie de donner. Le couteau en argent Duval qui aurait dû découper la dinde a trouvé une nouvelle maison, à sa place, un ensemble de découpes modernes brille accuse un glis. Chaque pièce manquante raconte sa propre histoire. Chaque absence, une note dans la symphonie de dissolution que j'ai dirigée. Demain, Jean-Luc essaiera de servir ses papiers de divorce, mais ce soir, je le regarde regarder la détresse de sa famille, comprenant trop tard que certaines surprises ne peuvent être contrôlées, certains spectacles ne peuvent être scénarisés, et certaines vengeances sont mieux servies non pas froides, mais morceau par morceau précieux. Le matin de Noël se lève brillant et froid. L'équipe de télévision revient tôt, installant leur équipement à l'extérieur du manoir Duval pour un reportage de suivi sur la philanthropie familiale pendant les fêtes. Ils expliquent lorsque Jean-Luc ouvre la porte, son visage se serre, mais il ne peut pas les refuser, pas après le spectacle de la nuit dernière. Je suis dans la cuisine, disposant des pâtisseries du petit déjeuner sur des assiettes modernes, quand Victoria Duval arrive. Elle est en avance, même pour elle. Éléonore, dit-elle, sa voix portant cette note particulière de détresse aristocratique, nous devons parler de Jean-Luc. Bien sûr, réponds-je en lui glissant une tasse à café, pas la porcelaine de Sèvres, ces pièces résident maintenant dans divers musées à travers la ville. Il a été tellement inspirant ces derniers temps, n'est-ce pas? Ses doigts parfaitement manucurés agrippent la tasse en céramique ordinaire comme si elle était personnellement offensée. Cela va trop loin. L'argenterie familiale, les œuvres d'art, les livres, tout ce que nous avons préservé pendant des générations, parti en quelques semaines. Jean-Luc croit en la transparence, dis-je doucement, surtout quand il s'agit de dons caritatifs. La sonnette retentit à nouveau, cette fois c'est Marguerite Duval, suivie de près par les autres membres de la famille, tous arrivant des heures avant le dîner prévu. La nouvelle de la présence des médias s'est propagée, les attirant comme des mythes vers une flamme de scandale potentiel. Jean-Luc reste dans son bureau, probablement en train de répéter son annonce de divorce. Il ne sait pas que j'ai invité tous les principaux organes de presse de la ville à couvrir la célébration de la philanthropie de Noël de la famille Duval. Ils se rassemblent dehors maintenant, installant des caméras, se préparant à diffuser le dernier acte de ma performance soigneusement orchestrée. Madame Duval attrape une des journalistes dans le couloir, nous avons entendu dire qu'il y aura une annonce majeure aujourd'hui. Oh oui, dis-je en souriant, Jean-Luc a quelque chose de très spécial de prévu. La matinée rampe vers midi. Les membres de la famille se regroupent en petits groupes, parlant à voix basse. L'absence d'heirloom semble peser sur eux, chaque espace vide un rappel de leur héritage diminuant. Victoria Duval a élu domicile dans le salon, tenant court parmi les pièces décoratives restantes comme une reine inspectant les ruines de son royaume. À précisément 13 heures, Jean-Luc émerge de son bureau. Il a enfilé son meilleur costume, celui qu'il porte pour les apparitions importantes en cours. Les papiers du divorce sont dans sa poche intérieure, je peux voir le léger renflement contre la laine coûteuse. Avant de commencer le dîner, annonce-t-il, sa voix d'avocat portant à travers la pièce, j'ai quelque chose d'important à partager avec la famille. Les reporters se redressent, les caméras se concentrent. C'est le moment qu'ils attendaient, bien que ce ne soit pas celui que Jean-Luc avait prévu. Peut-être devrions-nous discuter de cela en privé, intervient Victoria Duval, sentant quelque chose d'anormal. Non, mère, dit fermement Jean-Luc. Cela doit être dit. Il porte la main à sa veste, ses doigts se refermant sur les papiers qu'il pense me détruire. C'est alors que l'alerte de dernière minute retentit sur les téléphones de tout le monde simultanément, la famille Duval achève sa campagne historique de dons.
Le titre dit « La totalité de la collection d'heirlooms familiaux donnée à des institutions publiques ». Jean-Luc se fige, papier de divorce à mi-chemin de sa poche. La journaliste de la chaîne locale s'avance, microphone prêt. Monsieur Duval, pouvez-vous commenter les dons caritatifs sans précédent de votre famille? Nos sources indiquent que pratiquement toutes les pièces historiques de la collection Duval ont été données à diverses institutions de la ville. Le sang quitte son visage alors que son téléphone continue de bourdonner de notifications. Chaque institution avec laquelle j'ai travaillé ces dernières semaines a coordonné ses communiqués de presse finaux pour ce moment. Le musée d'art, la société historique, l'hôpital pour enfants, annonçant simultanément leurs acquisitions Duval. Jean-Luc. Jean-Luc a toujours cru au partage de l'héritage de notre famille, bégayait Jean-Luc, son discours de divorce soigneusement préparé oublié. Comme il l'a dit hier, dis-je en toute fluidité, m'adressant aux caméras, les possessions matérielles ne signifient rien par rapport à l'aide apportée aux autres. Les reporters griffonnent avec empressement. Victoria Duval s'affaisse sur sa chaise, le visage cireux. Marguerite Duval regarde avec une compréhension naissante, un léger sourire jouant au coin de ses lèvres. Mais je ne l'ai pas fait. Commence Jean-Luc, puis s'arrête. Il ne peut pas le nier, pas avec des semaines de dons publics en son nom, pas avec les médias enregistrant chacun de ses mots, pas avec la réputation de sa famille en jeu. Les papiers de divorce glissent de ses doigts, tombant sur le sol entre nous. Un flash d'appareil photo de reporter capture le moment, Jean-Luc Duval, philanthrope extraordinaire, laissant tomber des documents juridiques lors de sa propre célébration de Noël caritative. Ce sont des papiers de divorce, demande Marguerite Duval bruyamment, sa voix portant clairement à travers le silence soudain de la pièce. Les reporters se rapprochent, les appareils photo cliquant rapidement. Jean-Luc se tient figé, son plan minutieux détruit alors que l'histoire tourne sauvagement au-delà de son contrôle. Intéressant, dis-je, ma voix modulée pour porter. Prévoir de servir des papiers de divorce le jour de Noël, tout en faisant don publiquement de toute la collection familiale à la charité. Comme c'est généreux de ta part, Jean-Luc. Les implications frappent tout le monde en même temps, le cri d'indignation de Victoria Duval, le rire surpris de Marguerite Duval, les murmures excités des reporters se mêlent en une symphonie de chaos. Vous voyez, continuai-je en m'adressant directement aux caméras, Jean-Luc croyait en me surprendre aujourd'hui, et moi, je croyais en le surprendre en retour. Après tout, le mariage, c'est le partage, n'est-ce pas? J'ai simplement partagé les trésors de sa famille avec ceux qui les apprécieraient davantage. L'histoire s'écrit elle-même dans les yeux avides des reporters, homme riche prévoit un divorce surprise à Noël, sa femme orchestre une campagne de dons caritatifs massive en son nom. L'héritage de la famille Duval, transformé d'une richesse privée en un trésor public, tout cela à cause de la tentative mal chronométrée d'un homme pour rester discret. Jean-Luc se tient au milieu des ruines de son plan, de sa réputation, de l'héritage de sa famille, le tout défait par son propre désir d'une sortie dramatique. Les papiers du divorce sont oubliés sur le sol alors que les reporters le bombardent de questions sur ses motivations philanthropiques, son engagement envers le service public, sa décision de faire don de générations d'histoires familiales. Et moi, la bientôt ex-madame Duval, je me tiens en arrière-plan, regardant la surprise de Noël de mon mari se transformer en un tout autre genre d'histoire de vacances. Parfois, après tout, les meilleurs cadeaux sont ceux que vous n'aviez jamais l'intention de donner. Les jours qui suivent Noël se déroulent comme des scènes d'une pièce particulièrement vindicative. Les médias ne peuvent pas en avoir assez de l'histoire, l'héritage de la famille Duval, de la richesse privée au trésor public. Tous les principaux journaux et chaînes locales publient des reportages sur les institutions qui ont reçu des dons, chaque pièce de la collection Duval dispersée devenant partie d'un récit plus large sur la générosité et le bien public. Jean-Luc quitte le manoir 3 jours après Noël, laissant derrière lui des murs vides et des espaces creux où des générations d'histoires se trouvaient autrefois. Son avocat lui envoie un autre ensemble de papiers, pas les documents de divorce qu'il avait prévu de servir, mais plutôt une tentative désespérée de récupérer certains des articles donnés. Ça ne sert à rien, lui dit Marguerite Duval, en prenant le café dans son appartement du centre-ville. J'entends parler de ces réunions par le biais du réseau familial, qui est soudainement devenu remarquablement bavard. Les dons sont légaux, publics et très définitifs. Les contester ne ferait que vous donner l'air pire. Il a raison, bien sûr. Chaque don a été fait avec une documentation impeccable, chacun portant la signature parfaitement reproduite de Jean-Luc. Les contester signifierait admettre soit la fraude, soit l'incompétence, ni l'un ni l'autre que la famille Duval ne peut se permettre dans le tribunal de l'opinion publique.
Victoria Duval se met au lit pendant une semaine, n'émergeant que pour publier une déclaration soigneusement rédigée sur l'engagement de la famille envers le service communautaire. Les journalistes adorent ça, créant un autre angle sur l'histoire, la matriarche Duval adopte le virage philanthropique de la famille. Je rends visite à l'hôpital pour enfants de Marseille le réveillon du Nouvel An, regardant les jeunes patients se rassembler autour de l'horloge grand-père alors qu'elle décompte les dernières minutes de l'année. Sarah me rejoint, bloc-notes en main. L'impact a été extraordinaire, dit-elle, me montrant les derniers chiffres de dons. Depuis que l'histoire de la collection Duval a éclaté, nos contributions de fin d'année ont triplé. Tout le monde veut faire partie du mouvement. Des rapports similaires proviennent d'autres institutions. Le musée d'art de Paris prolonge son exposition de lampe Tiffany en raison d'une fréquentation sans précédent. La Société historique de Lyon crée un tour spécial L'héritage de la famille Duval présentant les pièces données dans leur contexte historique. Le refuge pour sans-abri de Bordeaux rapporte des chiffres de bénévoles records, inspirés par l'histoire de l'argenterie Duval donnée. Les associés de droit de Jean-Luc se distancent silencieusement mais fermement. Un homme qui ne peut pas contrôler le récit de sa propre famille, raisonne-t-il, ne peut pas être digne de confiance avec les histoires des clients. Il prend un congé sabbatique, se retirant dans la maison de plage d'un cousin pour réfléchir à ses priorités. Le divorce se produit toujours, mais pas selon ses termes. Mon avocat présente un accord qui ferait pleurer de joie la plupart des avocats spécialisés en divorce. Jean-Luc signe sans argument. Après tout, que reste-t-il à combattre? Le manoir se tient vide de tout, sauf de meubles modernes et d'achats récents. L'héritage familial qu'il était si désireux de protéger a été complètement, publiquement et légalement dispersé. Tu as tout changé, dit Marguerite Duval lorsqu'elle me rend visite fin janvier. Elle est la seule Duval encore à me parler, et je soupçonne que c'est en partie par admiration pour l'exécution de mon plan. La famille ne sera plus jamais la même. C'était plutôt le but, réponds-je, lui versant du thé dans une tasse blanche unie. Elle rit, nette et sincère. Tu sais ce que mère a dit hier? Elle a en fait prétendu que c'était son idée depuis le début. Un grand plan pour moderniser l'image de la famille. Elle est en train de réécrire l'histoire, pendant ce temps. Les Duval ont toujours été bons à ça, fais-je observer. L'histoire prend vie. Des articles de magazines sur le grand don Duval mènent à des discussions sur l'inégalité des richesses et la responsabilité sociale. Le nom de famille, autrefois synonyme d'argent ancien et de préservation prudente, devient associé à la générosité caritative et à l'engagement communautaire. Victoria Duval, toujours la survivante, commence à donner des conférences sur l'importance de partager l'histoire privilégiée avec la communauté au sens large. Elle ne mentionne jamais mon nom ou la surprise de Noël de Jean-Luc, créant à la place un récit sur la philanthropie planifiée et la conscience sociale. Jean-Luc revient finalement en ville, châtié et changé. Je le vois parfois lors d'événements caritatifs. Le nom Duval porte toujours du poids dans les cercles philanthropiques, bien que pour des raisons très différentes maintenant. Il a appris à sourire et à hocher la tête lorsque les gens louent sa générosité, à accepter des prix pour son approche visionnaire de l'héritage familial. Le divorce finalise en début de printemps. Je n'assiste pas à l'audience. Je suis trop occupé à donner une visite de l'hôpital pour enfants de Marseille à des donateurs potentiels, leur montrant l'horloge grand-père qui est devenue un symbole de la transformation de l'institution. La générosité de la famille Duval nous a inspirés à penser différemment à l'héritage, leur dis-je, regardant les enfants se rassembler autour du visage brillant de l'horloge. Chaque pièce d'histoire peut avoir une seconde vie, un nouveau but. Plus tard ce soir-là, je visite le musée d'art de Paris. Les lampes Tiffany jettent leur lumière chaude sur de nouvelles expositions, leur lumière atteignant beaucoup plus de personnes qu'elles ne l'ont jamais fait dans le manoir Duval. Dans la salle de lecture de la bibliothèque universitaire de la Sorbonne, les étudiants épluchent les premières éditions de Victor Hugo, les livres remplissant enfin leur but d'être lus plutôt que exposés. Marguerite Duval se joint à moi pour dîner dans un restaurant décontracté, sans argenterie Duval ni porcelaine fine. Jean-Luc a signé les documents finaux aujourd'hui, m'informe TL, commandant une bouteille de vin. Tu sais ce qu'il a dit? Au moins, le nom de famille signifie quelque chose de différent maintenant. Différent, dis-je, mais pas diminué. Et c'est peut-être la torsion la plus ironique dans ce conte de vengeance. En tentant de préserver l'héritage Duval à travers une thésaurisation prudente et des récits contrôlés, la famille avait en fait limité son impact. En dispersant leurs trésors, en forçant leur histoire à la lumière du service public, j'avais paradoxalement assuré que le nom Duval serait rappelé non seulement comme un symbole de richesse, mais comme un catalyseur de changement.
Victoria Duval continue d'organiser ses dîners de famille, bien que maintenant sur des assiettes modernes dans une maison dépouillée de son poids historique. Jean-Luc continue sa pratique juridique, bien que ses clients aient tendance à être des organisations à but non lucratif et des fondations caritatives ces jours-ci. La famille Duval s'adapte, comme le fait toujours l'argent ancien, trouvant de nouvelles façons de maintenir sa dignité dans des circonstances modifiées. Et moi, je garde la coupure de journal du jour de Noël, non pas comme un rappel de vengeance servie froide, mais comme la preuve que parfois, la réponse la plus dévastatrice à la trahison est de la transformer en quelque chose de significatif. L'héritage Duval vit, non pas dans des coffres-forts verrouillés et des collections privées, mais dans des espaces publics et des expériences partagées, touchant plus de vies que Jean-Luc ou Victoria Duval n'auraient jamais pu l'imaginer. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas seulement de prendre quelque chose, c'est de le donner à tout le monde.